Oui, bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire effectivement consacré à Azure Synapse et puis à tout ce qui tourne autour d'Azure. Donc, on va parler de tout ça qui sera en collaboration du coup avec notre client et partenaire Eramet qui vient témoigner avec nous. Pour les petites présentations rapides, donc je suis Sébastien Senet, effectivement chef de projet décisionnel chez ASI et je porte les offres Microsoft BI. Donc, j'interviens dans ce cadre-là sur toute la chaîne BI, depuis les phases de cadrage en amont jusqu'à de la réalisation, en passant par de l'expertise et puis un peu parfois de formation client. Et j'interviens du coup à la fois sur des projets au forfait ou des projets plutôt en expertise technique. Et je suis accompagné de Julien Blanc, du coup, que je laisse se présenter brièvement. Bonjour à tous, donc Julien Blanc. De mon côté, je travaille pour Eramet depuis 7 ans. D'abord en tant que chef de projet SAP, puis chef de projet BI. J'ai essentiellement travaillé dans la division alliage du groupe Eramet, mais depuis 3 ans, je suis donc responsable BI pour l'ensemble du groupe. Voilà, et donc Tout je à vais fait. profiter aujourd'hui, je vais pouvoir témoigner de l'usage donc de notre plateforme Azure Synapse, sur laquelle on travaille avec la société ici depuis déjà plusieurs années. Tout à fait. Alors, voici l'agenda qu'on vous propose de suivre durant cette petite heure qu'on va passer ensemble. Alors, je vais prendre un petit moment, mais très rapide pour vous présenter ici, juste vous dire qui nous sommes, ce que nous faisons et comment nous sommes organisés. Puis, on rentrera tout de suite dans le vif du sujet après, dans une deuxième partie, où on va décortiquer un peu Azure Synapse Analytics. On se questionnera d'abord sur le pourquoi du cloud Azure, pourquoi y aller. Ensuite, je vous parlerai de comment Microsoft envisage, ce qu'on appelle la moderne data warehouse, donc la plateforme data de demain selon Microsoft, qui donc bien sûr est sous Azure. On verra que Synapse, répond complètement à cette vision et apporte une plateforme unifiée pour cela. Et puis je vous montrerai aussi les grands principes d'architecture data, que l'on peut faire sous Azure. En troisième partie, je passerai du coup la main à Julien qui vous apportera son témoignage sur une solution Synapse. Il y a un cas concret que nous avons mis en place chez Eramet. Et on terminera par une séance de questions-réponses. On fera en sorte qu'on ait un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Alors, ici, comme le disait Marie en introduction, nous sommes un cabinet d'expertise numérique dont notre raison d'être est d'agir pour un monde numérique responsable au service de l'humain. Cette raison, elle est inscrite dans notre statut, et nous avons à cœur de créer et de partager de la valeur pour renforcer en fait justement la prise en compte de ces enjeux environnementaux qui sont liés à notre activité du numérique. ASI en quelques chiffres, ASI existe depuis maintenant presque 30 ans, créé en 1993 avec maintenant un peu plus de 500 collaborateurs, une très bonne égalité femmes-hommes et aussi, je dirais, une très bonne convivialité puisque nous sommes labellisés Happy at Work depuis maintenant plusieurs années et nous avons une démarche RSE qui est très engagée chez ASI avec des collaborateurs très actifs sur le sujet. Alors nous accompagnons la transformation digitale des entreprises par le développement de services numériques, bien évidemment. Alors quand je dis développement, c'est à la fois un développement au sens technologique, mais aussi opérationnel et je dirais business. Et ces services-là, ils sont à destination de nos clients, bien évidemment, donc via des services en ligne, des espaces clients, des applications web ou mobiles, par exemple. Ils sont aussi à destination des collaborateurs via des extranets, des API, etc. Mais aussi des services à destination des partenaires de nos clients, soit via des outils de gestion type CRM, soit via des digital workplace ou des outils collaboratifs. Nous avons une forte culture en fait du service chez AIC. L'objectif, c'est pas de simplement faire qu'un bon projet, mais c'est vraiment de développer un bon service. Et on a à cœur de définir ces valeurs-là et ces enjeux ensemble. Alors pour cela, on essaye de penser global, d'agir avec pragmatisme, de mesurer pour essayer d'accélérer un peu notre développement.
Et chez ASI, on y contribue via 9 expertises. Alors, je ne vais pas vous les détailler tous, hein, ce n'est pas le but du webinaire, mais en tout cas, sachez que chez ASI, on est en mesure d'intervenir à chaque étape d'un projet. Même il peut y avoir en fait une expertise dominante sur un de vos projets ou de votre demande, la multidisciplinarité que nous avons chez ASI, ça nous permet d'apporter une meilleure réponse, voire la meilleure réponse. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet et on va parler un peu Azure Synapse Analytics. Alors pour commencer, un constat qu'on fait tous aujourd'hui, c'est que la donnée et en fait l'analyse que l'on en fait, ça joue maintenant un rôle primordial dans les entreprises. Et ce, à tout instant, à chaque strate de l'entreprise. Encore plus qu'avant, l'analyse des données, c'est souvent en fait la première étape que l'on observe dans la transformation digitale d'une entreprise. On retient principalement 3, je dirais, bonnes raisons ou objectifs du passage dans le cloud. La première raison, c'est d'optimiser et de réduire les coûts, de réduire les coûts de CAPEX. On paye seulement ce que l'on consomme dans le cloud, suivant le besoin métier du moment. Et du coup, l'argent passé dans l'infrastructure avant, comme l'achat de serveurs, la maintenance, etc., maintenant, elle doit être mieux utilisée pour pouvoir adresser les vrais besoins métiers. Une autre bonne raison aussi, c'est d'obtenir des visuels, je dirais, plus à jour, obtenir plus rapidement des analyses dans la minute, dans l'heure, et ne plus avoir à attendre des jours pour rafraîchir un rapport. Par exemple, pour valider une hypothèse ou une idée sur l'ensemble des données d'une entreprise, on a besoin maintenant, en copie, en codir, d'être un peu plus réactif. Et enfin, ce n'est pas nouveau, c'est d'éviter les effets de silo, de pouvoir mutualiser le travail qui a été fait entre les différents services et de rendre un peu moins opaques les process et les règles de gestion. Le but du passage en cloud, finalement, c'est bien d'essayer de gagner du temps pour se concentrer sur les vrais besoins des utilisateurs. Alors, la plateforme Azure de demain, elle repose, vous l'aurez compris, sur Synapse et des différentes briques qui gravitent autour. Donc, on va retrouver Synapse au cœur de la plateforme, au centre de l'image, là, qui comporte un moteur Data Warehouse, un moteur SQL, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On va retrouver un stockage avec un data lake. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais je crois que oui, ici en bas sur le bas de ma slide. On va retrouver du Data Factory ici pour charger, nettoyer des données plutôt structurées. Tout ce qui est non structuré, on va privilégier d'abord de le mettre dans un data lake ou directement dans Databricks pour pouvoir effectuer la data science ou implémenter des solutions de machine learning, par exemple. Ce n'est pas le but de ce webinaire, mais sachez que Databricks est complètement intégré à Synapse si on en a le besoin. Et au final, cette plateforme elle va nous fournir des données derrière pour effectuer de la restitution, soit avec Power BI, soit avec d'autres services applicatifs métiers dédiés. Alors Synapse, qu'est-ce que ça apporte finalement? Qu'est-ce que c'est? En fait, avec la complexité des architectures aujourd'hui, Synapse nous apporte une seule plateforme unifiée. Synapse réconcilie en fait deux mondes distincts qu'on avait avant, le monde relationnel et le monde du big data qui est arrivé après. Il le réconcilie en fait dans une seule et même interface. On va pouvoir se concentrer sur la valeur de la donnée, ce qu'on appelle la business value en anglais, pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Une seule plateforme, une même expérience pour ingérer, préparer, gérer et servir de la donnée. Alors, généralement, je retiens 4 piliers importants que vous voyez à l'écran. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'évolutivité, donc la possibilité d'étendre facilement ses ressources suivant le besoin, que ce soit votre data warehouse, votre data lake. On peut facilement rajouter de la charge, du compute, du calcul, du CPU, voilà, l'espace disque, par exemple, aussi. On va manager ainsi de façon un peu plus intelligente la charge de travail, suivant la performance voulue au moment voulu. Exemple assez typique qu'on connaît tous en période de fin de mois, en période de closing de fin de mois, souvent on a un besoin un peu plus accru de chiffres et de reporting. Donc on a une demande un peu plus forte au niveau de la charge. Ça peut être intéressant justement d'augmenter la capacité de la plateforme à ce moment-là pour passer ces quelques jours et après revenir sur un mode nominal. Deuxième pilier concerne les visuels, création de visuels qui sont simplifiés et beaucoup plus puissants. On a plusieurs solutions de visuels qui sont disponibles pour nous. On a de la BI intégrée avec Power BI, mais on a aussi tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ça va dépendre de votre population cible.
On a une meilleure mise à jour possible des données, soit du différé, soit du quasi temps réel. Je vous montrerai rapidement tout à l'heure quelles sont les briques que l'on peut utiliser. Et l'idée, c'est de réduire fortement ce qu'on appelle le time to insight en anglais. Donc, c'est le temps entre l'extraction de la donnée au début et le rendu visuel, pour essayer, toujours pareil, d'avoir des rapports de plus en plus mis à jour fréquemment. Ensuite, on va avoir de la mutualisation du travail avec la convergence des données sur une même plateforme. Bien sûr, l'ensemble des processus métiers vont être au même endroit. Ça sera plus simple pour partager le travail. Et enfin, quatrième pilier qui concerne la sécurité, qui est vraiment omniprésente dans Azure. On va pouvoir se baser sur du RLS, la sécurité qui se base sur la personne qui est connectée. On pourrait se baser par exemple sur du data masking, pouvoir cacher par exemple une partie d'une adresse ou les 4 premiers digits d'une carte bleue, des choses comme ça. Tout ça est basé sur l'authentification de l'utilisateur et sur des autorisations ensuite que l'on va mettre sur les ressources. En résumé, ce qu'il faut retenir de Synapse, c'est que c'est vraiment un seul point d'entrée pour pouvoir répondre à tous vos besoins. Un seul point pour manager tous ces services, qui sont bien sûr partagés entre eux dans Azure. Une gestion de la performance et de l'évolutivité qui s'effectue entièrement sur la plateforme. Et je l'ai rajouté aussi assez récemment, je trouve que c'est important, les compétences humaines et les formations nécessaires sur cette plateforme Synapse, elles sont non seulement disponibles, mais grandement simplifiées par Microsoft. Vous trouvez une documentation Microsoft très riche et accessible, qui propose de nombreuses formations qui peuvent être certifiantes ou non pour vos collaborateurs. Ainsi, avec Synapse, le but c'est vraiment de réduire considérablement le temps de création d'une solution analytique, vraiment, pour pouvoir se concentrer sur la valeur de la donnée et essayer de la faire parler. Alors, quelques chiffres très rapides, pas vous noyer dans les chiffres, mais quelques retours clients qu'on a sur la plateforme Azure, parce que maintenant on commence à avoir un petit peu le recul pour avoir des Rex. Alors, ces chiffres, bien sûr, je ne les ai pas inventés, ça vient d'un rapport qui s'appelle Forrester, qui date de 2019, et qui porte sur l'impact économique de la mise en place d'Azure et de Power BI. C'est un sondage qui est basé sur une centaine de clients. On les questionne sur leur usage d'Azure, leur satisfaction et les difficultés qu'ils rencontrent. Outre les chiffres que vous voyez à l'écran, il y en a un autre qu'il faut retenir que je n'ai pas mis dans la slide, c'est que 85% de ces clients, de ceux qui ont été interrogés, affirment qu'effectivement Azure a été bénéfique pour leur organisation. C'est quand même important. Alors, si on ouvre un petit peu le capot de Synapse, par rapport à tout ce que je viens de vous dire juste avant, on va retrouver différents composants à disposition. C'est un tableau là, un schéma qui se lit plutôt de bas en haut. Différents composants pour pouvoir construire notre plateforme. On va retrouver ici la partie Data Warehouse, donc le moteur de base de données avec, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une capacité de monter en puissance. Un data lake pour pouvoir faire du stockage de fichiers, CSV, Excel ou des fichiers Parquet qui sont maintenant de plus en plus utilisés. On va retrouver des event brokers. Donc ça, c'est des services de messagerie répartis, en fait, comme des event hubs ou des services de bus. Ça permet en fait de gérer des millions d'événements de manière asynchrone et c'est souvent très utilisé dans tout ce qui est IoT. On va retrouver ici Synapse Link, Azure Synapse Link, une technologie récente, très prometteuse, qui permet de se connecter en fait directement sur des sources de données pour effectuer du quasi temps réel. On n'a plus besoin maintenant, avec cette technologie, de déverser la donnée dans une base de données pour après la retravailler. On peut se connecter directement à la source. On va retrouver du CosmoDB si on a envie de faire du NoSQL. C'est un service managé pour faire du NoSQL sans serveur. Et de plus en plus maintenant, on a besoin de se connecter à ce qu'on appelle le Dataverse. Le Dataverse, c'est un nom qui peut paraître un peu barbare, mais en fait, c'est la base de données native de la Power Platform. Donc, si vous faites des choses sur cette Power Platform-là et que vous voulez vous interfacer avec des outils BI, par exemple, avec Synapse et le côté Dataverse, c'est très, très, très facile. On a ensuite par-dessus ce qu'on appelle des analytics runtime. Donc, en fait, c'est de la puissance de calcul. On a plusieurs façons d'apporter une puissance de calcul et un environnement de runtime. On a du SQL et du Apache Spark qui permet de faire du calcul distribué. Alors ça, c'est plutôt orienté big data, on n'est pas obligé de l'utiliser. Et on a ce qu'on appelle le Data Explorer, qui est un runtime optimisé pour de l'analyse de logs et de télémétrie.
Et par-dessus cela, on a l'interface dont je vous parlais tout à l'heure, unifiée, qui s'appelle l'Azure Synapse Studio, qui fera partie du cas concret qu'on vous montrera tout à l'heure avec Julien, qui est l'interface unifiée dans laquelle on va pouvoir gérer tout cela. C'est l'orchestrateur général de tous ces objets. Un petit focus sur la partie moteur de données SQL. Donc, je reviens en arrière sur cette partie-là, Data Warehouse, juste pour que vous sachiez qu'il existe en fait 2 modes possibles. Un mode qui s'appelle Pool SQL dédié et un autre qui s'appelle Serverless. C'est important de bien connaître, déjà que ça existe, et bien connaître la différence. Avec le Pool SQL dédié, l'idée c'est de provisionner de la capacité. Vous avez un réel serveur qui est dédié pour votre besoin, qui tourne comme une base SQL avec une gestion intelligente de la plateforme en termes de CPU, de stockage. Vous avez la capacité d'effectuer des calculs en parallèle avec du SQL Spark, donc votre runtime qui est au-dessus. C'est utilisé généralement pour des opérations un peu lourdes ou des opérations de data warehouse. Et ça s'appuie généralement derrière sur une architecture distribuée avec des nœuds de calcul et des nœuds qui sont séparés entre le calcul et le stockage physique des données. Donc, on retrouve un petit peu la notion d'instance SQL et de moteur SQL comme on a l'habitude d'avoir en on-premise. Et à côté de ça, l'autre mode qu'on appelle serverless, lui, c'est plutôt une émulation d'une base de SQL, une émulation sur des fichiers qu'on aurait mis dans notre data lake. Donc, on peut créer des tables, on appelle ça des tables externes, des vues qui sont liées directement à des fichiers du data lake. L'avantage du serverless, c'est que c'est tout de suite disponible. Dès qu'on a mis en place Synapse, c'est disponible, on peut l'utiliser. C'est peu cher. En revanche, on maîtrise moins les performances. Ce n'est pas dédié. Donc, on maîtrise moins les performances des requêtes qui pourraient être exécutées sur ce mode-là. Mais on a la liberté d'effectuer les analyses suivant le besoin que l'on veut en utilisant l'un ou l'autre des modes. En principe d'architecture générale, principe d'architecture data dans Azure, le principe, c'est le suivant, c'est d'avoir ces 4 piliers-là, en tout cas d'essayer de retrouver ces 4 piliers-là. Une partie ingestion de données, donc collecte de données brutes, un petit peu comme elle vient. Une partie de stockage, il nous faut une zone de stockage que l'on dimensionne suivant la capacité nécessaire, généralement dans un data lake. Une partie préparation, pour transformer la donnée, éventuellement l'enrichir si on en a besoin, pour essayer de mieux la comprendre. Alors, il peut y avoir aussi une partie d'entraînement de modèles si on veut faire du machine learning, c'est à la fois préparation et entraînement. Et enfin, une partie ici, model and serve, donc modélisation et publication de rendu. Donc, la construction de modèles sémantiques, un modèle qui n'a pas vocation à être technique, qui parle au métier, et bien évidemment une mise à disposition des visuels et des rapports que l'on aurait créés pour rendre cela accessible aux utilisateurs. Alors, à partir de ce schéma générique, de ce principe d'architecture générique, il existe plusieurs variantes et plusieurs types d'architectures qui vont en découler, suivant le besoin que l'on recherche. Si on veut faire plutôt du big data, plutôt de la BI traditionnelle, plutôt du streaming en temps réel, voilà, on ne va pas utiliser au sein de chaque pilier, on ne va pas utiliser les mêmes ressources à l'intérieur. Après, ça dépend vraiment du besoin et de l'objectif recherché. Je vais passer la main à Julien maintenant. On va passer sur le cas concret. Donc, on va vous montrer un cas concret qu'on a réalisé chez Eramet, un projet réalisé sous Synapse avec les équipes d'AICI. Donc, AICI a accompagné Eramet, enfin, pas accompagné, accompagne toujours Eramet depuis quelques années maintenant, sous un mode de dispositif un peu centre de service sur cette plateforme Azure et aussi Power BI. Donc, on va vous présenter cela sur un cas concret. Je vais laisser la parole à Julien et puis dès que tu as besoin de moi, je reprendrai le partage. Oui, okay. Pas de souci. Merci Sébastien. Ouais. Alors c'est parti, je partage mon écran. Du coup, brièvement, je vais vous présenter un petit peu le groupe Eramet pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc c'est un groupe essentiellement minier, mais qui jusqu'à présent était décomposé en 2 grandes divisions, une division minière et une division alliage. Dans la division alliage, on avait Aubert et Duval et Erasteel. Ces 2 sociétés qui sont en train d'être vendues. Donc c'était plus des sociétés liées à de la sidérurgie, fabrication de pièces. Et donc aujourd'hui, la stratégie d'Eramet, c'est vraiment de se concentrer sur la partie minière
avec donc de l'extraction de manganèse, de sable minéralisé ou de nickel. Le nickel en Nouvelle-Calédonie et en Indonésie, le manganèse essentiellement au Gabon, les sables minéralisés, je dirais essentiellement donc au Sénégal, mais également on démarre au Cameroun. On voit en fait la stratégie du groupe Eramet, c'est vraiment de travailler sur les métaux de la transition énergétique. Et donc de ce fait, on a également un gros projet qui démarre, qui est un projet lithium, qui sera basé en Argentine, enfin qui est basé en Argentine, puisque l'usine est en cours de construction. Donc voilà, c'est une société aujourd'hui qui s'approche des 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec un EBITDA qui sera pour l'année 2022 à un peu plus d'1 milliard, assez proche d'1,5 milliard certainement. Et qui est constitué de un petit peu moins de 14 000 collaborateurs répartis dans le monde, et avec plus de 300 collaborateurs sur la recherche et développement. La recherche et développement, c'est très important aujourd'hui pour le groupe Eramet, notamment pour aller chercher des méthodes d'exploration minière et d'exploitation minière qui vont être beaucoup moins destructifs, puisque nous aussi, nous prenons de plus en plus conscience de l'environnement et des dégâts que l'on peut faire sur l'environnement. Et donc, on a un pôle RSE qui a très très fortement grossi ces dernières années, et nous travaillons vraiment d'arrache-pied, je dirais, à consolider et à limiter notre impact sur l'environnement. Brièvement, si je parle un petit peu plus de l'équipe maintenant, de l'équipe BI et de notre architecture, on a pris un virage depuis 4 ans à peu près, donc suite à l'arrivée de notre DSI, notre nouveau DSI, DSI groupe depuis 4 ans, donc qui est Jean-François Huette. C'est une stratégie qui est clairement cloud first et full Microsoft. Donc je dirais qu'assez naturellement, on s'est orienté vers les technologies Microsoft, et on a donc basculé d'une architecture qui a été 100% SAP, avec du SAP HANA en base de données, plus du SAP BI 4 pour tout ce qui était restitution, avec des rapports Lumira ou Design Studio ou Webi, vers donc une solution dans Azure, des solutions dans Azure. On a d'abord essayé avec du Azure SQL Server, plus du Power BI en restitution, mais on a été assez rapidement limité. Je dirais rapidement, au bout de 2 ans, on a été confronté à des limites, notamment en termes d'ingestion de la donnée. Et c'est pour ça que depuis 1 an, on a basculé sur Azure Synapse Analytics, donc accompagné bien sûr de Power BI en outil de restitution. Notre équipe, elle est constituée d'un responsable, 2-3 chefs de projet qui sont répartis, entre nous, on est répartis par domaine fonctionnel au niveau des projets BI, mais on a aussi chacun de nous des fonctions un petit peu à côté. Donc on a un référent, on a un responsable sur la TMA, un référent technique sur l'ancienne architecture, mais aussi un référent technique sur la nouvelle architecture. Nouvelle architecture, j'entends là Azure SQL Server dans un premier temps, et puis maintenant depuis 1 an sur Azure Synapse. Cette personne-là, elle a travaillé en moyenne 2 jours par semaine pour mettre en œuvre, améliorer, automatiser toute l'architecture BI. Et il a été accompagné d'un consultant. Donc là, ça fait quelque temps qu'il est accompagné à plein temps d'un consultant ASI sur toute cette mise en œuvre et amélioration. Donc toute la partie vraiment technique liée à l'architecture. Sur les projets BI, par contre, on est accompagné donc d'une petite vingtaine de consultants, dont 6 d'ASI aujourd'hui. Notre architecture, donc la voici. Elle est un petit peu, en tout cas, voici le schéma. Elle peut paraître un peu effrayant au début, mais c'est finalement assez simple.
On va pouvoir, grâce à Synapse, attaquer toute source de données. Et nous, on a fait la stratégie, dans un premier temps, de la répliquer, cette donnée-là, sous format Parquet. Donc, et je dirais dans un second temps, de la stocker de manière simplifiée, sous forme de table dans un dedicated pool SQL. Ensuite, une fois que l'on a stocké, eh bien, on va pouvoir transformer cette donnée grâce à des vues SQL, et on va de nouveau la restocker, donc forcément sous forme de DIM et de fait, au format Parquet. Et ces fichiers Parquet, on va pouvoir en fait se baser dessus pour travailler notre reporting Power BI. Donc, si je rentre un petit peu plus dans le détail, donc pour ça, on va essayer de prendre un exemple. L'exemple sur lequel je vais me baser, c'est un projet qu'on appelle Control Tower. C'est un projet que l'on a fait pour notre société Erastile, qui fait partie de la division Alliage, et c'est une société qui sera vendue l'année prochaine. Mais pour le coup, je vais quand même vous parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui s'appuie sur différentes sources. Donc, on a du SAP, mais on a aussi des fichiers Excel provenant de la Chine et des US. C'est un projet qui est composé de beaucoup de tables de paramétrage, parce qu'on cherche à regrouper nos différents stocks avec des regroupements qui sont très particuliers, que l'on a appelés des points de contrôle. Et donc, pour pouvoir déterminer ces points de contrôle, on a besoin d'un certain nombre de tables de paramétrage. Et bien sûr, l'objectif final de cette application, c'est de faciliter notre supply chain centrale, le pilotage. Pourquoi? Parce que quand je parle d'Erastile, ce n'est pas un seul site de fabrication, c'est 5, 6 ou 7 sites de fabrication répartis entre la France, la Suède, mais aussi les États-Unis et la Chine, et des sites de revente. Et bien sûr, l'idée est de consolider tous ces stocks pour pouvoir les visualiser, mais aussi mesurer leur évolution dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est une société qui a aujourd'hui un très gros stock, malheureusement, et au vu de la conjoncture actuelle, on a besoin de réduire ces stocks pour réduire notre BFR et rendre cette société plus performante. Donc, l'exemple, donc je vais utiliser cet exemple pour vous présenter notre architecture dans le détail. Et le premier point qui nous intéresse, c'est donc la récupération des données. Nous, on a un seul pipeline qui est construit dans Synapse, qui va nous permettre de récupérer la donnée dans les systèmes sources et de l'amener jusqu'à notre partie qu'on appelle compute, tout en passant par le staging. Le staging, ça va être finalement les données purement répliquées, et la partie compute, c'est là où on va retravailler notre donnée. On a toute une partie où on automatise donc la récupération des données en provenance de SAP. Pourquoi quand je parle d'automatisation, c'est tout simplement quand l'on a travaillé à la création de fonctions Azure qui vont nous permettre notamment de générer en automatique, pour chaque table que l'on va récupérer, on va générer en fait ce qu'on appelle une external tables correspondante, puis ensuite une vue correspondant également à cette table initiale. Alors pourquoi on fait tout ça? Tout simplement, c'est une manière de gérer vraiment, d'optimiser les performances et d'exploiter la solution Synapse à son plein potentiel. Donc aujourd'hui, en faisant ça, on est capable d'absorber énormément de données en très peu de temps. Donc lorsqu'on fait cela, en fait,
On va ici obtenir donc des fichiers. Dans un premier temps, on va répliquer la donnée et obtenir des fichiers parquets, donc à l'image de nos bases de départ. Et en fait, on va requêter en créant des tables externales. On va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le polybase de Synapse et qui va nous permettre de requêter donc ces fichiers parquets. Et donc d'avoir finalement un petit peu comme des tables qui vont être l'image des fichiers parquets. Et par-dessus ça, on va exploiter des vues qui, elles, vont nous permettre de simplifier ces tables. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que lorsqu'on utilisait des tables, et je vous prendrai un exemple tout à l'heure, on a des tables dans SAP qui sont extrêmement volumineuses, avec beaucoup de lignes, mais aussi beaucoup de colonnes. Beaucoup de colonnes qui ne servent à rien. Donc, on a fait le choix, en fait, d'utiliser ces vues-là pour limiter toutes les colonnes ou la donnée inutile de nos tables et stocker le résultat de tout cela, cette fois-ci en table, dans notre partie compute, prête à être employée pour être restructurée. Donc si je vous montre maintenant un petit peu à quoi ça ressemble dans la partie Synapse, bien, on va voir que l'on a, donc on a des pipelines. Donc les pipelines, ça ressemble à ça, hein, en fait, tout simplement. Donc c'est une partie qui va nous permettre, en fait, c'est la partie orchestration, hein, de Synapse, qui va nous permettre donc de générer un job que l'on pourra triggeriser à souhait. Ces jobs, c'est eux qui vont donc déclencher les différentes actions que l'on va réaliser. Et donc là, nous, on a généré des pipelines qui sont extrêmement paramétrés et qui vont nous permettre d'aller récupérer la donnée de manière, je dirais qu'on va balayer la totalité de nos tables SAP et on va récupérer leurs informations, les répliquer du coup en fichier parquet. Et puis ensuite, on va, je dirais, enclencher toute l'étape à l'aide de ce simple pipeline, hein, que je suis en train de montrer. Donc on voit ici, par exemple, les différentes sources SAP. On a différentes instances SAP. Et donc, à l'intérieur de ces instances, on voit, si je vais dedans, on va voir ici les différents parcours et les différentes actions qui sont menées jusqu'à la partie ici, donc copie des données. Donc c'est un petit peu long, mais on voit ici que l'on parcourt nos différentes tables et qu'on va les stocker du coup dans en fichier parquet. Ici, si je regarde du coup en termes de données ce que ça donne, hop, et je vais prendre notamment la table, bon, c'est une table qui est une table hop, dans la partie workspace, pardon, ici. C'est une table MCHB, c'est une table qui justement donc nous permet de récupérer tous les stocks et les différents lots stockés. Et donc, on peut voir que l'on a ici la table, là, donc, qui est la table finale, en fait. Mais si je prends dans l'ordre, j'ai donc ma table externe qui va être la réplication. Alors, je vais carrément aller prendre dans l'ordre cette fois-ci. Ici, dans ma partie pardon, compute, enfin dans ma partie staging, pardon, je vais vous montrer en fait où se trouve donc le fichier parquet que l'on a répliqué. Donc on a ici, donc là, c'est effectivement pas le bon exemple. FP, pardon. Donc ça fait partie de fichiers parquets que l'on a répliqués.
KONV ou VBAP ou VBRK ou VBRP. C'est d'autres tables. Mais donc que l'on a répliqué ici au format parquet. Donc on le voit ici, les points parquets. Et donc ces fichiers parquets, ensuite, on a créé donc dans cette partie table externe l'équivalent. Alors si je reprends, pour le coup, je vais prendre la table KONV puisque j'ai montré cette table-là. Donc on voit effectivement la table externe correspondante. Et du coup, la vue que l'on a créée par-dessus, qui est une vue KONV ici, elle fait appel donc à notre table externe et elle va nous permettre de filtrer les champs et d'enlever les champs dont on n'a pas besoin. Et le résultat, on le stocke, donc toujours dans notre partie compute, on le stocke ici, donc dans la table cette fois-ci KONV, mais résultante. Lorsqu'on a fait tout ça, on a préparé notre donnée, on a répliqué notre donnée et on l'a préparée, prête à être exploitée et être restructurée. Et ça, c'est la suite. Donc c'est la suite de notre architecture. C'est ce que l'on va voir ici. Donc on va partir de cette table que l'on a répliquée et cette fois-ci, on va la restructurer à l'aide de différentes vues pour créer nos tables de faits et nos tables de dimensions et régénérer du coup des fichiers parquets qui seront du coup exploités par notre Power BI. Ça, c'est un second pipeline que l'on met en œuvre qui va donc nous permettre de travailler, de faire cette partie compute. Et ce second pipeline, il va se finaliser par l'appel à l'API Power BI pour lancer l'actualisation du rapport. De cette manière-là, on prépare la donnée et derrière, on actualise le rapport dans la foulée. Donc c'est aussi ce qui est vraiment très très intéressant avec Synapse, c'est cette capacité à pouvoir faire appel à beaucoup de choses et y compris à faire appel à des API, ce qui aujourd'hui est devenu un moyen très, très courant à la fois de communiquer, de récupérer de la donnée, mais aussi de lancer de certaines actions. Donc sur cette partie-là, donc on va avoir un pipeline. Donc je vais vous montrer du coup le pipeline correspondant. Donc on est sur la partie compute. Je vous ai dit qu'on était sur Erastyle. On a un sujet, donc c'est notre projet Control Tower. Et là, on va donc avoir un pipeline qui est assez simple, on va dire, à première vue. Cette partie finale, elle permet d'envoyer des mails, mais cette partie initiale, elle permet donc de gérer toute la reconstruction, de toute la restructuration de la donnée. Et elle va nous permettre ici, on voit à la fin, je ne vais pas rentrer plus dans le détail à ce niveau-là, au niveau restructuration, mais on voit à la fin ici l'appel à l'API pour lancer on voit bien le call API Power BI qui va nous permettre de lancer de l'actualisation du rapport Power BI. Et en termes de données, donc forcément, on va se retrouver dans la partie compute, s'il veut bien. Un petit peu long. Donc, on va se retrouver dans la partie compute avec donc des tables correspondant à notre restructuration. Alors, pardon. Avec des vues correspondant à notre structuration. Je vais chercher les vues. Là, je suis dans la partie table. Il y a un peu de monde. Hop. Donc, on va rechercher au niveau des vues. Voilà, on a des vues faits Control Tower ici, avec des dimensions et des faits.
Et ces dimensions et ces faits, donc qui sont aujourd'hui sous forme de vue SQL, de vue TSQL, qui nous permettent de restructurer la donnée, eh bien forcément, on va les retrouver de nouveau dans notre data lake, dans la partie ici, donc stocké sous format parquet. On va retrouver donc nos dimensions et nos faits. Et ces dimensions et ces faits, on va les retrouver donc ici, dans notre application Power BI. Donc on y fait appel depuis, on retrouve les DIM Calendar, DIM Control Points et les faits. Tout ça, on retrouve tout ça bien sûr dans notre jeu de données Power BI qui s'appuie donc directement sur notre blob storage qui porte les dimensions et les faits, les formats, les fichiers parquets. Et donc ce jeu de données, on peut voir côté Power BI qu'effectivement, il est, si on regarde les actualisations, donc on a quelques demandes. On voit ici que tout ça a été lancé en fait. Donc, hop, on a quelques échecs bien sûr, mais on a un certain nombre de choses qui ont été lancées en automatique. Alors je peut-être pas ici. On le voit l'actualisation. Bon là-dessus. Alors, je ne vois pas le détail, mais par exemple, ici, on peut voir que ça a été lancé en automatique, en fait. Donc, par le pipeline. Et du coup, on arrive, bien sûr, à la fin, à un rapport que je vais vous montrer brièvement. Hop, et qui est donc actualisé en automatique quotidiennement par le biais du pipeline. Et ce rapport, donc c'est un rapport Power BI classique. Donc après, nous, on a mis en place différentes présentations. On essaye d'exploiter comment dire, j'ai perdu le mot, la partie Panel visuel de Power BI. voilà, pardon, merci. Tout le panel visuel de Power BI et notamment voilà, certains visuels qui sont assez intéressants autour de la partie waterfall. Donc, qui vont permettre de décomposer en fait les stocks et de comprendre, par exemple, ici, on a un stock et on a la target et on peut voir en fonction de la target, de voir les différents éléments de ce stock qui ne sont pas dans la target. Donc on voit par exemple que sur le commentary et les parabars commentary, eux respectent bien leur objectif, mais les autres ne respectent pas leur objectif. Donc ça permet comme ça de décomposer les choses. Ça nous permet aussi de voir les trends historiquement et de voir un petit peu dans le temps quelle est l'évolution du stock. Et on voit qu'on n'est pas toujours forcément dans le bon sens en fonction des différents découpages. Voilà. Donc après, on exploite visuellement aussi certains indicateurs. Voilà. Donc on peut voir un certain nombre de choses qui permettent donc à l'équipe supply chain, en tout cas, de piloter et d'optimiser leur stock et surtout d'optimiser ces différents points de contrôle, puisque comme je l'évoquais, on a ici voilà, différents sites, mais aussi différents produits. Et l'objectif est de réduire les stocks de ces différents produits et différents sites. Mais on a des flux qui passent à travers ces différents sites. Donc forcément, on n'optimise pas individuellement les choses, mais on cherche à optimiser la chaîne dans son ensemble. Donc voilà un petit peu pour l'exemple et les différents éléments qu'on a évoqués. Au niveau de ces vues TSQL aujourd'hui qui nous permettent de faire la transformation, on les travaille avec du Visual Studio. Alors je ne sais pas si
Sébastien, tu veux, si on a Ouais, encore le temps, je vais le montrer très euh, rapidement parce que je vois l'heure qui tourne. c'est Je ça. je te je te prends Tu je peux te prends le prendre le partage partage, rapidement? voilà, exactement, pour montrer un petit peu comment on travaille à la réalisation de ces vues TSQL à l'aide de Visual Studio. Et quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais qui est très important aussi, parce que je voulais l'évoquer en dernier, c'est que tout ce que j'ai pu montrer en termes de pipeline, vue ou table, tout est sous contrôle de source dans DevOps. Mmh. Donc on utilise là encore une brique Azure, qui est Azure DevOps, qui nous permet donc de gérer l'ensemble de ce code source. Et donc Effecti forcément, voilà, pardon, vas-y, je te laisse peut-être Sébastien montrer rapidement le sujet en question, donc l'exemple que l'on a pris. Exactement, donc l'autre outil qu'on utilise énormément pour le développement, effectivement, c'est Visual Studio. Donc là, j'ai repris le projet que Julien vous a montré, sur Control Tower et tous les projets, on les organise un peu de la même manière, hein, avec une partie, source dans laquelle on va retrouver, ce que vous a expliqué Julien, une partie, sources externes qui correspondent en fait, aux tables externes qui sont directement pluguées sur les fichiers parquet, hein, la 1re étape du pipeline de récupération des données brutes. Heu, non plus, c'est pas là, c'est plutôt ici, pardon, external table. C'est plutôt Ouais, cela. plutôt celle-ci, ouais. J'étais pas au bon endroit. Donc la 1re étape de staging. Une fois que cette étape-là est faite, à travers des vues, comme l'a expliqué Julien, on va simplifier en fait, la remontée de données pour ne récupérer que ce qui nous intéresse en termes de nombre de colonnes, hein, essentiellement. Donc ce sont des vues qui ont été travaillées ici et ces vues-là, à travers, ce même 1er pipeline, elles sont exécutées pour pouvoir alimenter ces fameuses tables de compute, donc des tables physiques, hein, dans lesquelles les données vont être déversées à partir de la vue simplifiée. On retrouve cette architecture-là à chaque fois qu'on organise, suivant des schémas, hein, des schémas qui correspondent généralement à des schémas, sources. Et une fois qu'on a fait ça, la 2e partie, donc le 2e pipeline qu'on appelle structure, ce sont ces fameuses, donc là, on a plus une vue, BI, hein, une vue de faits, de dimensions et à travers les tables compute qu'on a chargées avant, on va construire nos vues de faits, nos vues de dimensions, que l'on a besoin pour pouvoir après, dans un 3e pipeline, générer les fichiers parquet qui correspondent à ces vues orientées BI. Et c'est les fichiers parquet, comme l'a bien montré Julien tout à l'heure, qui sont après utilisés par Power BI pour réaliser le modèle et les rendus. Voilà comment ça se structure, chez nous. Je ne vais pas rentrer dans le détail après du requête SQL, Oui, hein, ça a peu des d'intérêt. différents codes. Et tout ça, effectivement, c'est lié, via, Git au contrôle de source DevOps, qui est complètement intégré, dans Azure. C'est ça, tout à fait. Et donc, brièvement, si je reprends la main pour vous montrer justement la partie DevOps. Donc ici, on va retrouver justement le DevOps et on va retrouver notre solution donc dans la partie repository, notre solution Erastyle Control Tower que l'on a détaillé avec Sébastien. Et forcément, on va retrouver à l'intérieur tous les codes des différentes vues que l'on a pu créer, etc. Donc tout ce qui correspond à cette solution-là que montrait Sébastien dans Visual Studio. Et Et je dirais que après nous, effectivement, hein, sur DevOps, on exploite de plus en plus beaucoup de choses, hein, énormément, et tout ce qui est gestion de branches, du coup, forcément, qui va nous permettre de développer, puisque comme je l'ai évoqué, on a un panel de développeurs qui commence à être un peu important. Donc l'utilisation de tout ce qui est branche et Git, donc forcément, nous aide à développer en parallèle sur les différents sujets. Mais on exploite aussi dans DevOps toute la partie boards et définition de nos backlogs et ainsi de suite.
Et donc, voilà, on essaye de travailler vraiment en méthodologie Scrum de plus en plus, donc avec un backlog qui est relativement clair, des tâches qui sont bien identifiées, une attribution de ces tâches, et une définition de sprint, et respect de ces sprints-là. Voilà, et donc là encore, je dirais l'outil Azure DevOps est très intéressant pour tout ça, et il nous permet également de gérer tout ce qui est pipeline de release, pour le passage entre les différents environnements, depuis la prod, depuis la dev pardon, jusqu'à la prod. C'est vrai qu'on utilise, avec Eramet, on utilise beaucoup de ressources et de fonctionnalités qu'on retrouve dans Azure et dans Power BI. On les exploite vraiment complètement pour en tirer le meilleur parti et ça marche plutôt